L'Église d'Afrique du Nord de Joseph Kuok, du IIe au XIIe siècle, chapitre 3, Saint-Cyprien, pasteur de l'unité, suite. Note sur les langues et les dialectes à la fin du IIIe siècle en Afrique du Nord. Quels étaient, à la fin du IIIe siècle, après plus de 4 siècles d'occupation romaine, les langues en usage en Afrique du Nord, spécialement dans les assemblées chrétiennes? À vrai dire, on ne sait pas grand-chose. On ignore non seulement la répartition géographique des parlers, leur importance numérique, mais aussi l'évolution qu'ils ont pu subir mutuellement dans leur vocabulaire, leur syntaxe, ou plus simplement dans leur prononciation. Nous ne savons pas dans quelle langue les assemblées chrétiennes tenaient leurs réunions ou célébraient leur liturgie. À côté des dialectes locaux regroupés sous la mention générique de punique et de berbère ou libyque, cohabitaient le grec et surtout le latin. Dès avant l'ère chrétienne, le grec avait fait son apparition sur les côtes africaines. Juba II n'avait-il pas songé à faire de Césarée, c'est-à-dire Tchertchel, sa capitale, une cité grecque que les empereurs romains s'empressèrent de transformer en ville romaine? Ce projet d'hellénisation demeura sans suite. Toutefois, le grec resta en faveur en Afrique autant que dans les provinces italiques. C'était la langue de la classe cultivée. Ainsi, Tertullien, à la fin du IIe siècle, écrivit en grec ses 4 premiers traités. Mais dans la suite, il les traduisit en latin pour les mettre à la disposition du plus grand nombre. La langue de Platon était enseignée aux écoliers en même temps que le latin, et saint Augustin nous confie quelle répulsion il éprouva étant enfant pour l'apprendre, si bien que devenu adulte, il la parlait fort mal. La langue de Rome, sans effacer celle d'Athènes, l'avait alors emportée. La période byzantine, 6e-7e siècle, ne renversera guère le courant, bien que l'on connaisse quelques Africains qui ont écrit en grec à cette époque tardive, comme Victor de Tununum, mort après 566. Quant aux parlers dénommés puniques et berbères, nous savons encore moins de choses sur eux. Du punique, nous avons de nombreuses stèles, mais aucune littérature. Il était parlé sur la côte de Tripoli à Tanger, mais aussi à l'intérieur comme à Douga, Maktar et autres lieux. Il était encore assez répandu au Ve siècle, puisque saint Augustin en déclare l'usage indispensable pour des prêtres de certaines localités. Il était en tout cas la langue des circoncellions, travailleurs agricoles en rébellion, qui étaient originaires pour la plupart de l'intérieur de la Numidie. Le berbère, ou mieux le libyque, n'a pas de littérature écrite. Aucun écrivain ne l'a utilisé. Seul saint Augustin en a conservé quelques mots, modestes vestiges de la préhistoire d'une langue qui s'est maintenue jusqu'à nos jours, à la différence du punique qui a disparu, absorbé par la langue des conquérants arabes, probablement. Reste le latin. Grande langue de culture, langue de l'armée et de l'administration, tout était en sa faveur pour une large et rapide diffusion. Ce fut aussi en Afrique la langue de l'Église. Les milieux cultivés parlaient un latin relevé, mais la masse employait une langue déformée, un sabir probablement, bourré d'africanisme, avec un fort accent punique. On raconte que Septime Sévère, qui était libyen, avait fait venir à Rome sa sœur, qui ne connaissait que le latin vulgaire. Elle parlait, paraît-il, un tel jargon qu'on dut la renvoyer dans son pays au grand regret de ceux qui s'en amusaient. Le latin fut étudié par les Africains avec une application soutenue. C'était pour eux la langue de leur carrière dans l'administration, l'armée, le métier d'avocat ou le monde de l'Église. Il est remarquable que l'Afrique ait été le seul pays, alors sous domination romaine,
à avoir produit des écrivains qui honorent les langues latines comme Apulée, Tertullien, Cyprien, Lactance, et celui qui les domine tous, Augustin. Fait encore plus remarquable, les premières traductions latines du psautier du Nouveau Testament sont d'origine africaine. Alors que dans les églises italiennes, la liturgie se déroulait en grec, en Afrique, le latin prévalait. La comparaison des citations bibliques de Tertullien et de Cyprien démontre qu'il existait, dès le temps de Tertullien, une traduction latine. L'Afrique semble bien être la patrie de la Bible latine, observe B. Botté, qui ajoute que, pour donner une traduction latine à l'usage du peuple, les églises italiennes auraient pris le texte africain comme base, mais en le corrigeant d'après le grec qui se trouvait en regard. Confère le supplément au dictionnaire de la Bible, tome 5, colonne 344. Une langue aussi prestigieuse et ancrée dans les mentalités et dans l'usage ne pouvait disparaître tout d'un coup. Le raz-de-marée de la conquête arabe la refoula dans les campagnes. Le dernier témoignage que l'on a encore de son usage nous est donné par le géographe andalou al-Idrisi, qui rapporte que la langue latine d'Afrique était encore parlée de son temps, c'est-à-dire au XIIe siècle, dans le sud tunisien à Gafsa. Ultime lueur d'une grande langue sur les ruines de sa civilisation.